Il me rémunère pour rechercher des personnes dans la forêt. Cependant, cette fois-ci, j'ai compris que je ne recherchais pas une personne disparue, mais ce qui l'avait enlevée. Mon nom, c'est Jody Jake. Mon nom de famille n'a pas d'importance. J'ai servi dans l'armée et je travaille désormais comme contractuel. Je recherche principalement des personnes disparues dans des zones sauvages, des entreprises, des familles si fortunées, parfois la police lorsqu'elle manque de ressources. J'ai une bonne réputation. Je trouve les gens. Vivants ou morts, c'est une autre question, mais je les trouve. C'est pourquoi, lorsque j'ai reçu l'appel concernant Léo McDaniel, je n'ai pas été surpris. Une affaire classique. Un adolescent de 17 ans est parti faire une randonnée dans les Appalaches, en Virginie occidentale, et n'est pas revenu. Je suis arrivé dans le comté de Pocahontas 2 jours après l'appel. Une petite ville où tout le monde se connaît. Des camionnettes poussiéreuses devant le magasin, une station-service, un snack-bar. Le décor habituel. J'ai été accueilli par le shérif, un homme corpulent d'une 50aine d'années, nommé Carter. Nous nous sommes assis dans son bureau qui sentait le vieux papier et le café bon marché. Il a posé sur la table une carte, une photo du jeune homme et un rapport. « Léo était un bon garçon », a déclaré Carter en tapotant la photo de son doigt épais. Calme, il était toujours sur son téléphone, à jouer à des jeux. Il n'avait pas beaucoup d'amis. Sa mère dit qu'il s'était récemment mis à la randonnée. Il est parti sur le sentier Seneca Creek. Sa voiture a été retrouvée sur le parking au début du sentier. Ici. Il a pointé un endroit sur la carte. Je regardais la carte. C'était une région sauvage. La forêt était dense, le relief accidenté. Il y avait beaucoup de rochers et de ravins. On pouvait facilement se casser une jambe ou se perdre si on ne connaissait pas bien les lieux. « Y a-t-il des animaux sauvages ?» demandai-je. « Il y a des ours », répondit Carter en hochant la tête. « Des ours noirs, mais ils n'attaquent presque jamais les humains, à moins d'être provoqués. Il y a aussi des coyotes et des lynx roux. Rien qu'un homme en bonne santé ne puisse affronter. Nous avons parcouru les 8 premiers kilomètres du sentier avec des bénévoles. Rien. Pas le moindre vêtement, pas la moindre trace de lutte. Très bien, je vais commencer par sa voiture. J'ai besoin d'accéder à ses affaires dans la voiture, si elle s'y trouve. Pas de problème, Jake. La voiture est au poste. Les clés sont sur la table. Je ne perdis pas de temps. La voiture de Léo était en ordre. Un sac à dos pour une randonnée d'une journée était posé sur le siège arrière. Vide. Il l'avait donc emporté avec lui. Dans la boîte à gants, il y avait le manuel du véhicule, l'assurance et un paquet de chewing-gum. Sur le siège passager, il y avait un livre. Je l'ai pris. Mythes et légendes des Appalaches. À l'intérieur, un marque-page était déglissé sur la page intitulée « Wendigo ». J'ai haussé les épaules. Les adolescents apprécient ce genre de choses. J'étais comme eux autrefois. Le lendemain matin, avant l'aube, j'étais déjà au début du sentier. L'air était humide et frais. La forêt était silencieuse, tel un mur. J'ai vérifié mon équipement. GPS, téléphone satellite, trousse de premier secours, pistolet, couteau, plusieurs rations alimentaires. Tout était en place. Pendant les premières heures, j'ai suivi le sentier officiel. Je cherchais le moindre écart, la moindre trace qui aurait pu indiquer que Léo avait quitté l'itinéraire. À environ 3 miles, j'ai trouvé ce que je cherchais. Une empreinte de chaussure à peine visible sur le sol humide près d'un ruisseau, à l'écart du sentier principal. Le dessin de la semelle correspondait à celui que j'avais vu sur la photo de ses chaussures de randonnée. Le jeune homme avait décidé de couper à travers champs ou simplement d'explorer les environs. Je me suis mis à sa poursuite. Les traces m'ont conduit de plus en plus loin dans la forêt. Le terrain devenait de plus en plus sauvage. Le sentier avait complètement disparu. Je marchais sur des traces d'animaux, me frayant un chemin à travers les broussailles épaisses. Léo n'était pas un randonneur très expérimenté. Il laissait beaucoup de traces derrière lui. Des branches cassées, de l'herbe écrasée.
Je suivais son chemin depuis plusieurs heures déjà. Le soleil était haut dans le ciel, mais ici, sous les cimes des arbres, il régnait une pénombre éternelle. Et c'est là que je suis tombé sur le premier endroit étrange. Dans une petite clairière, j'ai vu les restes d'un cerf, ou plutôt, pas des restes. C'était une peau, une simple peau de cerf, étalée sur le sol comme un tapis. Il était intacte, sans aucune coupure ni déchirure, à l'exception du cou. Mais le plus étrange, c'est qu'il n'y avait rien à l'intérieur. Ni os, ni viande, ni entrailles. Juste une enveloppe vide. Et autour, pas une goutte de sang. Le sol était propre. Aucune trace de prédateur, ni de loup, ni d'ours. Aucune trace de lutte. Juste une peau vide qui gisait là. Je l'ai contournée. C'était impossible. Pour dépecer un animal de cette manière, il faut des outils et du temps. Et même dans ce cas, il resterait du sang, des lambeaux. Mais ici, c'était propre, comme dans une salle d'opération. J'ai pris une photo avec mon téléphone, noté les coordonnées GPS et continué mon chemin. Une seule pensée me traversait l'esprit. Qu'est-ce que c'est que ça? Des braconniers? Des satanistes pratiquant des rituels? Mais pourquoi se donner tant de mal? Et où est le sang? Les traces de Léo continuaient. Il avait apparemment vu la peau lui aussi, car ses pas après la clairière étaient devenus plus rapides et irréguliers. Il avait peur, et il avait bien fait. J'ai accéléré le pas pour le rattraper. Mon intuition, affinée par des années passées dans des zones de conflit et des forêts sauvages, me disait que quelque chose n'allait pas. Ce n'était plus simplement un adolescent égaré. Vers le soir, je suis arrivé à un petit promontoire rocheux. En dessous, il y avait une grotte peu profonde. Les traces de Léo y menaient. J'ai compris qu'il avait probablement décidé de passer la nuit là. J'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur avec précaution. Son sac à dos était là. J'ai sorti ma lampe de poche et l'ai examiné. Il contenait une bouteille d'eau vide, un emballage de barres énergétiques et le livre sur les mythes. On aurait dit qu'il avait abandonné son sac à dos et continué sa route sans rien, ou qu'on l'avait forcé à le laisser. J'ai inspecté le sol devant la grotte. Les traces de Léo s'enfonçaient plus loin dans la forêt. Mais à côté, je ne vis aucune autre trace, ni humaine ni animale. Rien. Seulement les empreintes de ses bottes. Mais quelque chose l'avait poussé à s'enfuir en abandonnant ses affaires. Quelque chose qui ne laisse pas de traces. J'ai décidé de camper ici, dans la grotte. La nuit tombe rapidement dans les Appalaches. Continuer à avancer dans l'obscurité aurait été suicidaire. J'ai mangé, vérifié mes armes et essayé de dormir, mais le sommeil ne venait pas. Le moindre bruit dans la forêt me faisait sursauter. Je n'avais pas peur des ours ou des coyotes. Je savais comment me comporter avec eux. J'avais peur de ce qui avait tué le cerf, de ce qui se déplaçait dans la forêt sans laisser d'empreintes sur le sol. Le matin, j'ai levé le camp et j'ai suivi les traces de Léo. Il avait couru. Cela se voyait à la distance entre ses pas et à la profondeur de ses empreintes. Il avait couru dans la panique, sans se soucier du chemin. Je suivais ses traces depuis environ 1 heure lorsque j'ai senti une odeur étrange, à peine perceptible. Ce n'était pas une odeur de pourriture. Cela ressemblait plutôt à l'odeur de l'ozone après un orage ou à une légère odeur de chlore. Une odeur chimique, stérile. Elle devenait de plus en plus forte à mesure que j'avançais. L'odeur m'a conduit à une autre clairière, et ce que j'ai vu m'a figé sur place. Au milieu de la clairière gisait un énorme ours noir. Il était mort. Je me suis approché lentement, la main sur mon arme. Il n'y avait aucun signe de lutte autour de l'ours. L'herbe n'était pas piétinée, le sol n'était pas retourné. Il était simplement couché sur le côté, comme s'il dormait. Je l'ai contourné. Aucune blessure par balle ou par flèche. Aucune morsure ni égratignure. Il était intact, presque. Sur son ventre,
J'ai vu une fine incision nette. Elle mesurait environ 30 cm de long. Elle semblait avoir été faite au laser ou au scalpel. Les bords étaient parfaitement lisses. Je me suis accroupi et j'ai éclairé l'intérieur avec ma lampe torche. J'ai failli vomir. L'intérieur était vide, complètement. Je pouvais voir sa colonne vertébrale et l'intérieur de ses côtes. Elles étaient blanches et propres, comme si elles avaient été polies. Pas de cœur, pas de poumon, pas d'estomac, pas une goutte de sang, pas un seul morceau de chair, seulement un squelette nu, à l'intérieur d'une peau intacte. L'odeur venait de là. Une odeur stérile, chimique. Je me suis levé et j'ai reculé de quelques pas de pas. Mon cerveau refusait de comprendre. Qu'est-ce qui avait bien pu faire ça à un ours de 200 kilos? Sans bruit, sans lutte, sans trace. J'ai regardé autour de moi. La forêt était silencieuse, trop silencieuse. Pas un oiseau ne chantait, pas un insecte ne bourdonnait. Seul le vent soufflait dans les feuilles. Puis mon regard s'est arrêté sur quelque chose dans un arbre, à une vingtaine de mètres de l'ours. C'était une caméra de surveillance, une petite boîte dans un boîtier camouflé, attachée au tronc avec une sangle. Une chance, une seule chance de comprendre ce qui s'était passé ici. Je me suis approché de l'arbre et j'ai détaché la caméra. C'était un modèle standard utilisé par les chasseurs. Un détecteur de mouvement, un éclairage infrarouge pour la nuit. J'ai ouvert le boîtier et j'ai retiré la carte SD. Mes mains tremblaient légèrement, mais j'ai mis cela sur le compte du froid matinal. Je suis retourné à mon sac à dos et j'ai sorti mon ordinateur portable de terrain. Je me suis assis par terre, dos à la roche pour voir la clairière, et j'ai inséré la carte dans le lecteur. Il y avait des centaines de fichiers sur la carte. J'ai commencé à les parcourir. Il s'agissait principalement d'enregistrements nocturnes. Des cerfs, des renards, un raton laveur. Tout était normal. Je les ai passés un par un. Voici un cerf. La date et l'heure indiquaient la veille, à midi. Le fichier suivant, encore un cerf. Quelques heures tombent plus tard. Puis plusieurs fichiers vides, probablement des branches qui se balançaient sans dans le vent. Et ensuite, un fichier enregistré la veille au soir. Il durait environ 15 minutes. Je l'ai ouvert. L'écran était rempli de bruits statiques, comme sur une vieille de télévision quand il n'y a pas de signal. Et le son, un sifflement fort et perçant. J'ai avancé la vidéo. Le bruit et le sifflement ne cessaient bien pas. Pendant 15 minutes, il n'y avait que des interférences. Que se passait-il? La caméra fonctionnait correctement. Les fichiers précédents le prouvaient. Qu'est-ce qui pouvait causer de telles interférences? Une impulsion électromagnétique? J'étais sur le point de fermer le fichier, déçu, quand soudain, j'ai remarqué quelque chose. À la toute dernière seconde, j'ai rembobiné et lancé la lecture, image par image. Une image, une autre image, du bruit, du bruit, du bruit. Et soudain, une seule image nette. Les interférences y ont disparu pendant un instant. Sur cette image, il y avait une image prise tout près de l'objectif. C'était un œil humain, grand ouvert, avec des vaisseaux sanguins rouges. Il regardait droit vers la caméra, directement vers moi. Mais la pupille n'était pas normale. Elle n'était pas ronde. C'était une fente verticale, étroite, comme celui d'un chat ou d'un serpent. Le bruit statique et la tête revenue. La vidéo s'est terminée. Je suis resté assis à regarder l'image figée avec cet œil. Un froid m'a transpercé jusqu'aux os et ce n'était plus le froid de la forêt matinale. J'ai regardé l'ours mort, dépouillé, la peau vide du cerf, les traces de la fuite paniquée de Léo. Et j'ai compris. Ce que je recherche ne se contente pas de ne laisser aucune trace. Il sait qu'on le poursuit. Et il vient de me regarder droit dans les yeux. J'ai fermé mon ordinateur portable. La recherche d'un adolescent disparu venait de prendre une toute autre tournure. J'étais désormais la proie. J'étais assis sur le sol froid,
les yeux rivés sur l'écran de mon ordinateur portable. Un œil, une pupille verticale. Cette image s'est imprimée dans mon cerveau, s'est gravée sur ma rétine. J'ai lentement fermé le couvercle. Première chose à faire, la procédure. Toujours la procédure, elle permet d'éviter la panique. J'ai soigneusement retiré la carte SD et l'ai placée dans un petit conteneur hermétique dans la poche de mon pantalon. C'est désormais la chose la plus importante que je possède. C'est la preuve. La preuve que je n'ai pas perdu la raison. J'ai levé la tête et j'ai regardé à nouveau la clairière. Le ours mort semblait désormais être un élément de décor dans une pièce de théâtre monstrueuse. La forêt était silencieuse. Ce silence était oppressant. Il n'était pas naturel. J'étais habitué au bruit de la forêt. Le chant des oiseaux, le bruissement des petits animaux, le murmure du vent dans les branches. À présent, il n'y avait plus rien. Un silence absolu, un vide. Le plan de recherche de Léo McDaniel pouvait être abandonné. La piste que je suivais n'était pas un chemin vers le salut. C'était un piège, ou simplement une route à sens unique vers un massacre. Ma mission avait changé. Mission numéro 1, survivre et sortir de cette forêt. Mission numéro 2, comprendre à quoi j'avais affaire. Continuer à avancer aurait été stupide. Il fallait retourner à la voiture, se regrouper, réfléchir, revenir sur mes pas, risquer. Si cette créature était intelligente, elle pourrait m'attendre sur mon chemin. J'ai décidé de revenir, mais par un autre itinéraire, en faisant un détour vers l'ouest, à travers une zone plus rocheuse. Il y avait plus d'abris et il était plus difficile de s'y déplacer. J'espérais que cela me donnerait un avantage. J'ai rassemblé mes affaires sans quitter du regard la lisière de la forêt. Chaque arbre me semblait désormais être un poste d'observation. J'avançais lentement et silencieusement, comme on me l'avait enseigné. Ne pas courir. Courir fait du bruit et trahit la panique. Je marchais en essayant de marcher sur les pierres et les racines pour laisser le moins de traces possible. Je n'ai pas rangé mon pistolet dans son étui. Je le tenais à la main, le cran de sûreté retiré. Un bout de ferraille inutile contre ce qui avait fait ça à l'ours? Peut-être, mais cela me donnait au moins un peu d'assurance. J'ai marché pendant 1 heure à travers les buissons épais et les rochers. Le silence était total. Je n'ai vu aucun animal, pas un écureuil, pas un oiseau. La forêt était morte, ou cachée. Je m'arrêtais sans cesse pour écouter. J'essayais de capter cette étrange odeur chimique, mais le vent soufflait dans mon dos. J'étais seul. Du moins, c'est ce que je voulais croire. Mon nouvel itinéraire m'a conduit à un ravin peu profond, au fond duquel coulait un ruisseau. Afin de ne pas laisser de traces sur le sol humide, j'ai décidé de marcher directement dans l'eau. L'eau froide s'infiltrait dans mes bottes, mais cela n'avait pas d'importance. J'ai marché dans le ruisseau pendant environ 1 demi-kilomètre et j'étais sur le point de sortir quand j'ai aperçu quelque chose devant moi qui m'a fait m'arrêter net. Sous un auvent rocheux, il y avait une petite grotte, cachée à la vue par des vignes sauvages. Une odeur familière s'en dégageait, une odeur de propreté et d'ozone. Mon instinct de survie me criait « Partez, immédiatement !» Mais ma curiosité professionnelle et une sorte d'obstination malveillante l'emportèrent. Je devais savoir. Lentement, en m'accroupissant, je m'approchais de l'entrée de la grotte. L'odeur s'intensifia. Je jetai un coup d'œil à l'intérieur. La grotte était peu profonde, environ 5 mètres de long. Elle s'était encombrée de pots, des dizaines de pots. Comme la première, celle du cerf, elles étaient étalées sur le sol, parfaitement vides, sans un seul os, sans une goutte de sang. J'ai éclairé l'intérieur avec ma lampe torche. Des cerfs, plusieurs coyotes, une lynx, 2 ratons laveurs. C'était un repère, ou un entrepôt, une collection soignée et effrayante de pots vides. Elles étaient empilées, les unes sur les autres, comme du linge sale dans un panier. J'ai fait un pas à l'intérieur. Sous mes pieds, ce n'était pas une peau qui craquait, mais quelque chose d'autre.
J'ai dirigé le faisceau de ma lampe vers le bas. C'était une boucle en plastique provenant d'un sac à dos, bleu, exactement la même que celle qui se trouvait sur le sac à dos de Léo, que j'avais trouvé dans la grotte. Et à côté, il y avait un morceau de tissu, du jean. Tout s'est mis en place. Léo ne s'était pas simplement enfui, il avait couru jusqu'ici, et il était devenu une partie de la collection. Une rage froide m'envahit. Pas de la peur, mais de la rage. Contre ce type, contre cette créature, contre moi-même. J'étais en retard. Et à ce moment-là, je l'ai senti. L'air dans la grotte était devenu lourd. La température a chuté brutalement. J'ai eu la chair de poule. Ce n'était pas seulement une sensation, c'était un phénomène physique. L'air s'est épaissi, a commencé à appuyer sur mes tympans. Le craquement statique familier de la vidéo ne provenait pas des haut-parleurs, mais directement de ma tête. Silencieux, mais insistant. Je ne voyais rien. L'entrée de la grotte était libre. Cependant, je savais qu'il était là. Il était proche. Il me regardait. Exactement comme il avait regardé l'objectif de la caméra. Lentement, sans faire de mouvement brusque, j'ai commencé à reculer vers la sortie. La lampe torche dans ma main tremblait. Le faisceau de lumière balayait les pots vides. Le bruit statique dans ma tête devenait plus fort. J'ai levé mon pistolet et l'ai pointé dans l'obscurité de la grotte, là où il n'y avait rien d'autre que des pots vides et une odeur de produits chimiques. « Je vous vois, mon ennemi », ai-je murmuré. Les mots ont résonné dans le silence. Le silence. Le bruit dans ma tête s'est arrêté aussi soudainement qu'il avait commencé. La pression a disparu. La température est revenue à la normale. Je me tenais à l'entrée de la grotte, respirant difficilement. Il était parti, ou avait simplement cessé de se manifester. Il était là, à quelques mètres de moi, et ne m'avait pas touché. Pourquoi? Jouait-il avec moi? M'évaluait-il? Ou étais-je tout simplement sans intérêt pour lui? Cette pensée était encore plus effrayante. Je me suis précipité hors de la grotte et j'ai couru. J'avais oublié le silence, la prudence. Je courais simplement, cassant des branches, trébuchant sur des racines. L'adrénaline me poussait en avant. J'ai couru jusqu'à ce que mes poumons commencent à brûler. Je ne me suis pas arrêté avant d'être sorti de la forêt et d'avoir atteint le parking en gravier où se trouvait ma camionnette. Je me précipitai vers la voiture, fouillant fébrilement dans ma poche, à la recherche des clés. Mais là mes mains ne m'obéissaient pas. Finalement, j'ouvris la porte, sautai à l'intérieur et verrouillai les portes. Je restai assis, agrippé au volant, regardant le mur d'arbres. La forêt était calme et sereine, comme si rien ne s'était passé, comme s'il n'y avait pas, au fond, une grotte remplie de pots vides et d'un ours dépouillé et poli. J'ai démarré le moteur. Le rugissement du moteur m'a semblé être le plus beau son au monde. J'ai fait demi-tour et j'ai appuyé sur l'accélérateur. Le gravier a jailli sous les roues. Je n'ai pas ralenti avant d'arriver sur la route goudronnée. Ce n'est qu'alors que j'ai légèrement relâché ma prise sur le volant. J'ai rejoint un motel à la périphérie de la ville et j'ai pris une chambre. J'ai verrouillé la porte et mis la chaîne. J'ai retiré mes vêtements mouillés et mes chaussures, puis je me suis mis sous la douche chaude. L'eau a lavé la saleté et la sueur, mais elle n'a pas pu effacer ce que j'avais vu, ni ce que je ressentais. En sortant de la douche, je me suis assis à la table. J'ai sorti mon ordinateur portable et le boîtier contenant la carte SD. J'ai rouvert cette dernière image. L'œil. Il me regardait depuis l'écran. Humain, mais pas humain. Je le regardais et je comprenais que je ne pouvais pas simplement partir. Je ne pouvais pas appeler Carter et lui dire « Shérif, votre homme a été dévoré par un monstre sorti d'un livre d'horreur pour enfants. Voici une photo de son œil. » On m'aurait envoyé dans un asile psychiatrique. Je ne pouvais pas rendre compte à mes clients. Que leur dirais-je? Cet œil était un défi. Cette créature ne se contentait pas de tuer. Elle le faisait de manière ostentatoire, propre, laissant derrière elle ses installations macabres.
Elle ne se cachait pas. Elle était simplement invisible pour ceux qui ne savaient même pas où regarder. Et maintenant, je savais. Je fermais mon ordinateur portable. Ma mission pour retrouver Léo McDaniel était un échec, mais une nouvelle mission commençait. J'ouvrirai ma mallette contenant les armes que j'emporte toujours avec moi. J'achèterai du nouveau matériel. J'étudierai tous les livres sur les légendes locales que je pourrais trouver. Je retournerai dans cette forêt, mais pas en tant que sauveteur. J'y retournerai en tant que chasseur, et je trouverai un moyen de forcer cette créature à laisser une trace, même si je dois m'utiliser comme appât. Je suis resté 2 jours dans ma chambre d'hôtel. J'ai dormi par intermittence, mangé des plats insipides, acheté dans un distributeur automatique dans le couloir et passé mon temps sur Internet. Le Wi-Fi local était lent comme une tortue blessée, mais cela me suffisait. J'ai passé au crible des gigaoctets d'informations, les rapports officiels sur les personnes portées disparues dans cette région au cours des 50 dernières années. Des dizaines de cas. Principalement des touristes, des chasseurs. La plupart ont été classés comme accidents. A sous-estimé la difficulté du parcours, a été attaqué par un animal sauvage, est tombé d'une falaise. Des formulations standards, mais entre les lignes, je voyais une régularité. Des personnes disparaissaient sans laisser de traces, ni corps, ni équipement. Elles s'enfonçaient simplement dans la forêt et se volatilisaient. J'ai ensuite consulté des forums de spécialistes de l'histoire locale, des sites web consacrés au paranormal et des archives numérisées de vieux journaux. Je ne recherchais pas le Wendigo ou l'homme papillon. Je recherchais des schémas comportementaux, des refroidissements soudains, des interférences statiques étranges dans les récepteurs radio, des histoires d'animaux retrouvés morts sans cause apparente. Et j'ai trouvé des indices, une note de 1968 sur un fermier qui avait retrouvé les 3 vaches vidées de leur sang. Une interview d'un vieux garde-chasse des années 80 qui se plaignait de taches froides dans la forêt, où chez de même les oiseaux ne chantent pas. Le récit d'une femme sur un forum dont le grand-père, un Indien Cherokee, parlait du vide, un esprit qui ne vole pas la vie, mais la présence même, ne laissant derrière lui qu'une enveloppe. Il n'était ni méchant ni gentil. Il avait simplement faim. Et il ne marchait pas sur la terre, mais glissait entre les instants, comme une fissure dans la glace. C'était déjà plus proche de ce à quoi j'avais été confronté. Le 3e jour, j'ai quitté le motel et me suis rendu à Charleston, la grande ville la plus proche. J'avais besoin d'équipement. Mon équipement standard était conçu pour faire face à des menaces bien réelles. À présent, je devais capturer un fantôme. Ma première étape fut un magasin d'électronique. J'ai acheté le meilleur thermoviseur portable que j'ai pu trouver. Si cette créature dégageait du froid, le thermoviseur devrait le détecter sous la forme d'une tache sombre, sur le fond chaud de la forêt. J'ai pris 4 caméras pièges, de nouvelle génération, avec une résolution 4K et des microphones sensibles. Puis, un puissant EMP mètre. L'électricité statique sur la caméra et dans ma tête, c'est un champ électromagnétique. L'appareil devrait réagir. 2e arrêt, un magasin d'armes. J'ai ouvert le coffre-fort dans le coffre de mon pick-up et j'ai sorti mon Remington 700. Un pistolet standard sert à se rassurer. Contre une cible de grande taille, il faut un fusil. J'ai acheté plusieurs paquets de cartouches à balles expansives. Si je parviens à l'atteindre, je veux qu'il le sente. J'ai également pris des fusées de détresse et plusieurs sources de lumière chimique. Je ne savais pas comment il réagirait à la lumière, mais mieux valait avoir cette option. Dernier arrêt, le supermarché. De l'eau, des aliments lyophilisés pour une semaine, des piles de toutes sortes, des comprimés de caféine. Je n'avais pas l'intention de dormir. De retour dans le comté de Pocahontas, je ne me suis pas rendu au début du sentier. Je suis entré dans la ville
et j'ai trouvé la bibliothèque municipale. Une femme âgée à lunettes était assise à une table. Je lui ai demandé s'ils avaient marre quelque chose sur le folklore local, pas des brochures du touristique, mais quelque chose de plus ancien. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. La plupart des anciens documents sont dans nos archives. Qu'est-ce qui vous intéresse exactement, jeune homme? Des histoires sur la forêt, sur des personnes disparues, sur quelque chose d'inhabituel. Elle a longuement réfléchi, puis a soupiré. Il y a un dossier, ce sont les notes du père O'Malley. Il était prêtre dans notre église dans les années 30-60. Il collectionnait les histoires locales. Il pensait que c'était les échos d'un mal ancien. Personne n'avait touché à ces notes depuis 30 ans. Elle m'apporta un mince dossier en carton, relié par un ruban. À l'intérieur se trouvaient des feuilles jaunies, couvertes d'une écriture à l'encre délavée. Je m'assis à la table et commençai à lire. La plupart des histoires étaient des variations sur le thème des fantômes et des légendes amérindiennes. Mais une note a retenu mon attention. Le père O'Malley décrivait une conversation avec un chasseur qui affirmait avoir vu quelque chose d'invisible poursuivre un troupeau de cerfs. Il n'avait pas vu de prédateur, mais il avait vu l'herbe et les buissons s'aplatir comme si quelque chose de grand se déplaçait à travers eux. Il a appelé cela « un trou dans le monde ». Puis il a écrit une phrase qui m'a donné des frissons dans le dos. Il déteste le fer et le feu. Il ne peut pas traverser l'eau courante. C'est ce que disaient les anciens. Il a peur de tout ce qui perturbe son silence et sa nature. Le fer, le feu et l'eau. L'arsenal classique pour lutter contre les forces du mal. Cela ressemble à un conte de fées. Mais les peaux vides et les yeux aux pupilles verticales ressemblaient aussi à un conte de fées, jusqu'à ce que je les voie de mes propres yeux. J'ai photographié la page avec mon téléphone et j'ai rendu le dossier au bibliothécaire. J'avais désormais un plan. Je n'irai pas dans son repère. Je le forcerai à venir à moi. Je retournai au ruisseau par lequel j'avais quitté la forêt. C'était ma ligne de défense. Il ne peut pas traverser l'eau qui coule. Je trouverai un endroit pour l'embusquer sur ma rive. J'ai choisi un endroit à un demi-kilomètre de la grotte entrepôt. À cet endroit, le ruisseau faisait un coude, formant une petite péninsule. J'avais une bonne vue sur la rive opposée et j'étais protégé dans mon dos par une falaise abrupte. Une position idéale. Je travaillais rapidement et méthodiquement. J'ai d'abord installé les caméras. J'en ai orienté 3 vers la rive opposée, couvrant un secteur de 180 degrés. J'ai installé la 4e de manière à ce qu'elle filme ma position. Si quelque chose m'arrivait, l'enregistrement serait conservé. J'ai ensuite disposé des détecteurs tout autour de ma péninsule. 4 petits EMP mètres reliés par un fil fin à un sifflet que j'ai placé près de moi. Au moindre pic du champ électromagnétique, j'entendrai un signal. J'ai préparé mon fusil, disposé les cartouches et les fusées de détresse à côté. J'ai retiré de ma ceinture mon lourd couteau de chasse, dont la lame était en acier de bonne qualité. Du fer, je l'ai planté dans le sol à côté de moi. J'ai posé à côté 2 boîtes métalliques de conserve que j'ai attachées ensemble avec une corde. Un système d'alarme rudimentaire. Un appât. Comment l'attirer? Il réagissait à la vie, à l'électronique. J'étais la vie et j'avais de l'électronique. Mais il fallait autre chose, quelque chose qui briserait le silence. Je suis retourné à la camionnette que j'avais laissée à un demi-mile de là et j'ai pris une petite radio portable. Le soleil commençait à se coucher. La forêt s'enfonçait dans l'ombre. Je suis retourné à ma position. J'ai tout vérifié une nouvelle fois. Tout était prêt. J'ai allumé la caméra thermique. Le monde s'est teinté de nuances d'orange, de jaune et de bleu. Les troncs d'arbres chauds, la terre froide. Rien d'inhabituel pour l'instant. J'ai allumé la radio à volume minimal. J'ai trouvé une station où une vieille musique country perçait à travers les interférences. Le son semblait déplacé dans ce silence, presque blasphématoire. La nuit est tombée.
La température a baissé. J'étais assis, adossé au rocher froid. Mon fusil reposait sur mes genoux. Dans une oreille, j'avais l'écouteur de la radio pour ne pas faire de bruit. Dans l'autre, j'écoutais la forêt. Mes yeux s'étaient atterrivés sur l'écran du thermoviseur. J'étais prêt. J'étais un appât, accroché à un hameçon fait d'électronique et de fer. J'étais entouré d'eau. Devant moi, il y avait la forêt, où régnait le vide. 1 heure, 2 heures, rien. Seule la musique monotone dans mes oreilles et la respiration régulière de la forêt sur l'écran de la caméra thermique. Mais les nerfs étaient tendus à l'extrême. Je me suis forcé à manger une barre énergétique que j'ai fait passer avec de l'eau. Je ne sentais aucun goût. Tout mon être s'était transformé en un seul grand organe sensoriel, attendant le signal. Et le signal est arrivé. D'abord, la radio a émis un léger sifflement. La musique s'est déformée, noyée dans des parasites, exactement comme sur l'enregistrement. J'ai éteint la radio. Au même instant, le bip connecté au détecteur d'EMP a émis un son bref et faible, puis un autre. J'ai regardé l'écran de la caméra thermique. Sur la rive opposée, entre les arbres, une tache est apparue. Petite, bleu foncé, presque noire, une tache de froid. Elle ne bougeait pas. Elle était simplement apparue de nulle part. J'ai lentement levé mon fusil, en scrutant l'écran. La tache grandit, s'intensifia. Elle était de la taille d'un homme. Elle restait immobile, cachée par les arbres. Elle savait que j'étais là. Elle sentait mes appareils, mon fusil, mon cœur qui battait dans ma poitrine. Elle se tenait sur l'autre rive du ruisseau et observait. J'étais assis dans l'obscurité. Les appareils signalaient sa présence. La forêt était figée, dans un silence de mort. Et j'attendais que le silence se brise. J'attendais qu'il fasse son coup. La tache froide sur l'écran du thermoviseur est restée immobile pendant plusieurs minutes. Elle flottait simplement dans l'air entre les arbres, comme une tache d'encre noire. Mais les détecteurs EMP continuaient à émettre un bip silencieux, confirmant que je n'étais pas en train de perdre la raison. Je tenais mon fusil prêt, mais je ne tirais pas. Tirer sur une tache sombre à l'écran à travers la forêt dense était inutile. La balle se perdrait dans les arbres. Je devais l'attirer dans un espace dégagé, ou attendre qu'il décide d'agir. Il a décidé. La tache s'est mise en mouvement. Elle ne marchait pas, ne courait pas. Elle glissait, parallèlement à la rive du ruisseau, à une trentaine de mètres de l'eau. Sa vitesse était anormale, fluide, sans à-coups, comme si quelqu'un bougeait l'objectif d'une caméra. Il contournait mon secteur, l'étudiant sous tous les angles. Je le suivais dans le réticule de mon viseur, le doigt sur la détente. Mon cœur battait régulièrement et lourdement, comme un piston. C'était du travail, dangereux, étrange, mais du travail. Puis des bruits ont commencé. D'abord, le craquement d'une branche, juste derrière moi. Je me suis retourné brusquement, levant mon fusil, mais le rocher était vide. J'ai regardé à nouveau dans le viseur thermique. La tache sur l'autre rive était immobile. Elle observait ma réaction. Je murmurais un juron. Elle jouait avec moi. 1 minute plus tard, un autre bruit se fit entendre. Un sanglot étouffé. Celui d'un enfant. Il provenait de la forêt d'où je venais. Je serrai les dents. Ce n'était pas possible. Puis les sanglots se transformèrent en murmures. « À l'aide, j'ai froid. » Une voix. Je l'ai reconnue. Je l'avais entendue dans le bureau du shérif Carter lorsqu'il m'avait fait écouter le dernier message vocal que Léo avait laissé à sa mère. C'était la voix de Léo. « S'il vous plaît, ici, à l'aide. » C'était un piège, primitif, cruel, mais efficace. Une partie de mon cerveau, celle qui contrôle les émotions, voulait bondir, crier. Mais la partie entraînée, celle qui avait survécu dans les déserts et les montagnes, maintenait mon corps dans un étreinte d'acier. Je ne bougeais pas. Je regardais dans la caméra thermique. La tache froide était toujours immobile sur la rive. Elle mentait.
Elle utilisait le souvenir de sa victime comme une arme. La rage monta à nouveau en moi, mais cette fois-ci, elle était froide et tranchante comme un couteau. J'ai lentement baissé mon fusil et levé mes jumelles de vision nocturne. Je voulais voir s'il y avait quelque chose que la caméra thermique ne détectait pas. Le monde vert de la forêt nocturne était vide. Rien. Seulement des arbres et des pierres. Je suis revenu à la caméra thermique. La tache bougeait. Cette fois, elle se dirigeait droit vers l'eau. Elle s'est arrêtée au bord du ruisseau. J'ai vu sur l'écran que l'eau à côté d'elle commençait à s'assombrir. La température baissait. Une légère vapeur s'élevait du ruisseau, comme par une journée glaciale. Elle restait immobile, indécise. Le vieux prêtre avait raison. Elle ne pouvait pas ou ne voulait pas traverser l'eau courante. Une petite victoire. Je me suis senti envahi par un sentiment de confiance. Ma forteresse fonctionnait. Cependant, la créature était plus intelligente que je ne le pensais. La tache s'est éloignée de l'eau et a disparu. Elle s'est simplement dissoute. Mes détecteurs EMP se sont tus. Paniqué, je me mis à scanner la rive. Rien. Était-elle partie? Avait-elle abandonné? Non, c'était trop facile. Je levai la caméra thermique plus jamais, balayant la cime des arbres, et je la vis. Une tache froide se déplaçait à la cime des arbres. Elle sautait de branche en branche avec une vitesse et une grâce incroyables. Sans un bruit. Comme un écureuil volant géant ou un singe. Il n'avait pas l'intention de traverser le ruisseau. Il allait le survoler. Il se dirigeait vers un immense chêne ancien sur la rive opposée. Ses branches les plus épaisses pendaient au-dessus de l'eau, touchant presque ma péninsule. C'était un pont. Je n'avais que quelques secondes. Tirer vers le haut, dans le feuillage épais, était inutile. Je n'aurais jamais pu l'atteindre. Il avait presque atteint le chêne. Je vis une tache froide se figer sur une branche épaisse juste au-dessus du ruisseau. Il s'apprêtait à sauter. Le feu. Le père O'Malley avait écrit sur le feu. Je jetai mon fusil et m'emparai du pistolet de détresse. Les mains tremblantes, j'insérai une cartouche. Je visais non pas la tache elle-même, mais un peu plus bas, dans un amas de feuilles sèches et de petites branches en dessous. J'appuyai sur la détente. La fusée s'est envolée dans un sifflement et a heurté une branche. Il y a eu un bruit assourdissant. L'éclat aveuglant du magnésium m'a instantanément aveuglé, plongeant tout autour de moi dans une lumière blanche mortelle. Les feuilles, sèches, ont pris feu instantanément, comme de la poudre. Pendant une fraction de seconde, dans la lumière irrégulière et vacillante de la branche en feu, je l'ai aperçue. Ce n'était pas une tache, c'était une silhouette, longue, maigre, allongée. Des membres disproportionnés qui se pliaient à des angles impossibles. La peau était pâle, presque grise, et semblait tendue sur des os saillants. Je ne distinguais pas la tête, elle était dans l'ombre. Mais j'ai vu cette créature, dans un bruit semblable à celui de la glace qui se brise, s'éloigner du feu. Elle n'a pas sauté vers moi. Elle s'est détachée de la branche et est retombée sur sa rive, disparaissant dans l'obscurité du sous-bois. La fusée s'éteignit. Le monde redevint sombre, mais cette fois, l'obscurité était traversée par des flammes. La branche de chêne brûlait, projetant des ombres vacillantes. Je pris la caméra thermique. Rien. Aucune tache froide. Les détecteurs EMP étaient zonants, silencieux. Il était parti. Je restais assis, respirant difficilement. Mes mains tremblaient. Mon nez était rempli d'une odeur de poudre et de feuilles brûlées. J'avais survécu. J'avais repoussé l'attaque. Je l'avais forcé à battre en retraite. Et je l'avais vu. Il était tangible. Il avait peur du feu. Cela signifiait qu'il pouvait être tué. Je me suis lentement relevé. Je me suis approché du bord de l'eau. La branche enflammée sur l'autre rive crépitait et sifflait, projetant des étincelles dans le ruisseau. J'ai rechargé mon fusil, puis mon lance-roquette. J'ai disposé 2 autres roquettes à côté. La nuit était loin d'être terminée.
Je n'étais pas naïf. Ce n'était pas une victoire. Ce n'était qu'un répit. Il n'était pas parti loin. Il se cachait quelque part dans l'obscurité, léchant ses blessures, s'il en avait. Il m'avait évalué. Il avait compris que j'avais du feu, et il n'attaquerait plus de front. Il serait plus rusé. J'ai regardé ma montre. Il était presque 2 heures du matin. Il restait encore plusieurs heures d'obscurité. Je suis retourné à ma position près du rocher, sans quitter des yeux la branche qui se consumait. Nous connaissions désormais tous les deux les règles du jeu, et je savais que la prochaine attaque serait la dernière, soit pour lui, soit pour moi. Le feu sur la branche de chêne s'était éteint, ne laissant derrière lui qu'une cicatrice noire et carbonisée. Le silence qui s'ensuivit était différent, pas tendu, mais vide, complètement vide. Je restais assis, les yeux rivés sur la caméra thermique, jusqu'à ce que mes yeux commencent à me faire mal. Rien. La tache froide n'était pas revenue. Les détecteurs EMP étaient vent silencieux. Je suis resté assis ainsi pendant encore 1 heure, puis une autre. Pas un bruit, pas un mouvement. Et alors j'ai compris. Il ne s'était pas simplement retiré. Il était parti, pour de bon. Il avait terminé sa reconnaissance, obtenu toutes les informations nécessaires et avait tout simplement disparu. Ma forteresse, mon plan, mon embuscade, tout cela n'avait plus aucun sens. J'étais assis sur un petit îlot de sécurité, tandis que l'ennemi avait déjà quitté le champ de bataille, estimant que ce jeu ne l'intéressait plus. Il était inutile de rester ici jusqu'au matin. Il ne reviendrait pas. Pas ici. Il ne jouerait pas selon mes règles. Il ne restait qu'une seule option, la plus stupide, la plus dangereuse, la plus désespérée. Si la montagne ne vient pas à Mahomet, je devais aller à lui, je devais retourner dans son repère, dans la caverne avec les pots. Je devais l'affronter sur son territoire, le forcer à terminer ce qu'il avait commencé. J'ai laissé la plupart de mon équipement. La radio, les capteurs, les batteries d'armes de rechange, tout cela était désormais un poids inutile. Je n'ai pris que mon fusil, les 2 cartouches de signalisation restantes, mon pistolet, mon couteau et ma lampe. J'ai rassemblé le tout dans un petit sac à dos d'assaut que j'ai passé sur mon épaule. J'ai bu presque toute l'eau qui me restait. J'ai traversé le ruisseau. L'eau froide me brûlait les jambes. Au moment où j'ai posé le pied sur la rive opposée, je me suis senti nu. Il n'y avait plus de barrière, il n'y avait plus de zone de sécurité. J'étais sur son territoire. J'ai traversé la forêt nocturne. Cette fois, je ne me cachais pas. J'avançais bruyamment, cassant des branches, sans cacher la lumière de ma lampe. J'étais un défi. Je marchais vers son repère, et je voulais qu'il le sache. Tous mes donnaires étaient ronds à vif. Je m'attendais à un coup derrière chaque arbre, dans chaque ombre. Mais la forêt était silencieuse. Elle semblait morte dans l'attente de ce qui allait se passer. Le chemin jusqu'à la grotte m'a pris environ 22 minutes, mais elles m'ont semblé une éternité. Voici enfin l'abri rocheux familier, recouvert de vignes. L'odeur chimique de l'ozone m'a frappé le nez dès que je me suis approché. Je me suis arrêté, j'ai inspiré profondément, puis j'ai expiré. Et j'ai fait un pas à l'intérieur. La grotte était telle que je l'avais laissée. Des montagnes de peau vides et plates. Je me dirigeais vers le centre, éclairant cette collection effrayante avec ma lampe. J'allumais la lampe à pleine puissance et la posais sur une pierre, afin qu'elle éclaire tout l'espace. Je pris le fusil sur mon épaule. J'étais prêt. « Allez, venez !» criai-je dans le vide. Ma voix était rauque et étrange. « Je suis ici, venez terminer ce que vous avez commencé. » Et cela arriva. La température baissa instantanément, comme si quelqu'un avait ouvert la porte d'un réfrigérateur industriel. L'air devint dense, lourd. Mon petit EMP-mètre, que j'avais finalement laissé dans ma poche, se mit à émettre un sifflement continu. Je regardais l'entrée de la grotte. Elle était noircie. Si j'avais regardé l'écran de la caméra thermique à ce moment-là,
j'aurais vu une tache noire continue. Elle bloquait la sortie. Dans l'obscurité de l'entrée, quelque chose commença à apparaître. Cela ne sortit pas de l'ombre. Cela se forma à partir de celle-ci. La silhouette était plus grande que je ne m'y attendais. Au moins 2,50 m, incroyablement maigre, comme un bâton. De longs membres arachnéens pendaient bodés presque jusqu'au sol. Les articulations étaient courbées dans le sens inverse. Sa peau était grise et lisse comme une pierre mouillée. Il fit un pas lent dans la grotte, et je vis son basse visage. Il n'avait ni bouche ni nez, seulement 2 yeux énormes, complètement noirs, sans blanc. Ils absorbaient de la lumière de ma lampe. Quand il cligna des yeux, je les vis. Des pupilles étroites et verticales. Il émit un son. Ce n'était pas avec mes oreilles, mais avec tout mon corps que je sentis une vibration à basse fréquence. Un craquement, comme si quelque part, profondément sous terre, un os géant se brisait. Je levai mon fusil. Je n'avais pas le temps de viser. Je tirais. Le bruit du coup de feu dans l'espace clos de la grotte m'assourdit. La balle de calibre .308 frappa la créature en plein torse. Elle ne fut pas projetée en arrière. Elle vacilla simplement. À l'endroit où elle avait été touchée, la peau grise éclata, mais aucun sang ne coula. J'ai vu quelque chose de noir, visqueux, comme de la résine. La créature a émis le même craquement vibrant, mais plus fort, et s'est avancée vers moi, rapidement, anormalement rapidement. J'ai compris que je n'aurais pas le temps de tirer une deuxième fois. Eledol était déjà à 2 mètres de moi, tendant son bras long comme celui d'une mante religieuse. Je jetai mon fusil. Dans ma main gauche, je tenais un pistolet lance-fusée avec une dernière cartouche. Je ne pris pas la peine de viser. Je fis un pas en avant, vers la créature, et enfonçai le canon du pistolet dans la plaie laissée par la balle. Puis, j'appuyai sur la détente. Il n'y eut pas d'explosion. Il y eut un éclair, blanc, absolu, silencieux. Comme si le soleil était emmené à l'intérieur de la grotte pendant un instant. J'ai été projeté en arrière, j'ai heurté le mur avec l'arrière de ma tête et j'ai perdu connaissance. Je me suis réveillé à cause d'une odeur. Du plastique brûlé, de l'ozone et autre chose, quelque chose de sucré, de nauséabond. Mes oreilles bourdonnaient. Des tiges taches blancs, tête blanche, dansaient devant mes yeux. J'étais allongé sur le sol de la grotte. La lampe était à côté de moi, son faisceau éclairant un morceau de mur dans l'obscurité. Je me suis assis. Il n'y avait plus aucune créature. La grotte était vide. Enfin, presque. À l'endroit où elle se tenait, une flaque de liquide noir comme du goudron bouillonnait et bouillonnait sur le sol en pierre. Elle s'évaporait rapidement, se transformant en une fumée âcre. En 1 minute, il n'en restait plus aucune trace. J'eus du mal à me relever. Je vacillais. Je ramassai la lampe et mon fusil. Je sortis de la grotte. L'aube commençait à poindre. Le ciel à l'est est devenu gris, puis rose. La forêt autour de moi semblait normale. Les oiseaux chantaient. J'ai touché ma poche. La carte SD avec la photo de l'œil était toujours là. Ma seule preuve, que je ne montrerai jamais à personne. Je suis arrivé à ma voiture, je me suis assis au volant et je suis parti. Je ne me suis pas retourné.